Ma première poupée a été une catastrophe complète, ça ne ressemblait à rien. Mais à force de patience, d'essais, de tentatives, de tester des produits différents, j'ai commencé à avoir des résultats aboutis. C'était vraiment ce que j'avais en tête, que j'arrivais à créer. Ça prend beaucoup de temps à réaliser, mais je vois mon évolution, au fur et à mesure des heures qui passent et c'est la fierté aussi à la fin de se dire: «J'ai créé un produit fini de A à Z, tout a été fait par mes petites mains» et c'est, excessivement gratifiant. Bonjour Claudine, Bonjour Sandrine. je te remercie beaucoup d'être là et de nous partager toute ta création. Et bien entendu, merci à vous tous qui êtes occupés à regarder cette émission. Bienvenue à vous. Et on va parler avec toi customisation, un mot bien compliqué mais qui évoque pleinement ton travail et ce que tu réalises à l'heure actuelle. Donc effectivement, c'est de la customisation que je fais. Je prends un produit qui est distribué dans le commerce, produit, par les industriels qu'on peut trouver dans tous les magasins de jouets et que je réarrange à ma sauce de A à Z. Est-ce que tu te souviens de la première poupée que tu as transformée et pourquoi tu as été attirée par ce genre de travail? Alors, la première poupée, je m'en souviens et je l'ai encore, ici. En fait, j'ai été attirée par ce travail parce que je me suis perdue sur YouTube qui, à force d'algorithmes de vidéos d'art que je regardais, de craft et cetera, m'a fait tomber sur les vidéos d'une créatrice qui faisait ça également, en anglais, donc en plus il fallait apprendre le vocabulaire en même temps et après, en fait, j'ai commencé à regarder ses vidéos, celles d'autres créateurs, que ce soit des francophones, anglophones, autres langues et à m'y intéresser et un jour avec, ma colocataire avec qui je regardais ces vidéos-là à l'époque, on s'est dit, «Bah, vas-y, on se lance» et on a commencé à parler un petit peu de comment mettre ça en place, du matériel qu'il nous faudrait. On avait chacune un un petit peu de matériel, dédié, vu nos études artistiques. J'ai dû compléter et acheter 2-3 petites choses en plus. Au final, elle ne s'est pas lancée dedans, mais moi bien. Ma première poupée a été une catastrophe complète, ça ne ressemblait à rien. Mais à force de patience, d'essais, de tentatives, de tester des produits différents, j'ai commencé à avoir des résultats aboutis qui me c'était plus que satisfaisant. C'était vraiment ce que j'avais en tête, que j'arrivais à créer et au final, ça s'est un peu diffusé. J'ai des connaissances qui m'ont demandé, de réaliser sur commande des poupées pour leurs enfants ou même pour eux et voilà, je continue encore maintenant à réaliser ça, au quotidien. Ah oui, alors tu me donnes déjà plein de pistes pour poser de belles questions, parce que j'ai entendu donc que tu parlais d'un cursus d'apprentissage au niveau scolaire, au niveau artistique. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui te sert en fait dans ton travail artistique justement par rapport à tout ce que tu as appris? Qu'est-ce qui te sert vraiment par rapport à cette création de poupées? Alors, quand j'étais en secondaire, j'ai fait des études, qui touchaient à l'art, mais de façon numérique. Ensuite, dans le supérieur, j'ai commencé par des études de mode, donc vraiment la création de vêtements et la couture et après je me suis dirigée vers l'illustration. Pour moi, tout ce que j'ai appris durant ces cours me servent pour ce hobby, en fait, parce que ça mêle, la création d'images au final. Parfois, je m'aide même du numérique pour, m'aider à faire des plans de ce que je vais réaliser ensuite. Après, il y a l'association des couleurs, comment construire, le visage et cetera. L'illustration m'aide beaucoup et enfin, la couture, vu que je réalise les vêtements de A à Z aussi pour ma création, parce que j'ai appris en couture au niveau, technique de conception de vêtements, d'adaptation de taille, de création de formes diverses et variées, me servent aussi pour, mes créations, pouvoir, faire exactement ce que je veux comme costume. Mais c'est pas nécessaire d'avoir, fait de grandes études pour se lancer dans ce genre de hobby de customisation. C'est justement ce que j'allais te demander, si tu pensais qu'il fallait avoir tout ce bagage-là ou si, une personne lambda peut s'y mettre et tenter le coup. Tu dis que tu as suivi pas mal de vidéos et ça c'est chouette aussi de montrer que tu es passé à l'action et que tu ne t'es pas contenté de regarder des images, mais qu'à un moment donné tu t'es dit: «Bon allez moi aussi je me lance et je le fais quoi». Je pense qu'il faut juste,
avoir un bon coup de pinceau, un bon coup de crayon. Même être doué en maquillage, au final, ça aide dans ce que je fais. Mais il faut avoir des notions évidemment de couture si on veut réaliser les costumes, parce que si on donne une machine comme ça et on dit c'est parti, ça va pas aller. J'ai dû demander des petits conseils d'ailleurs à ma grand-mère pour certains travaux minutieux que je n'arrivais pas à maîtriser dès le départ, et elle m'a donné un conseil que j'applique encore toujours à l'heure actuelle. Donc il faut juste avoir les bases nécessaires pour la couture, connaître la théorie de base, puis au final on apprend en faisant, c'est toujours ce que je dis. Pareil pour l'illustration, ça m'aide, mais c'est pas indispensable si on sait à peu près dessiner déjà et qu'on n'a pas de problème avec tout ce qui est minutieux, qui nécessite un travail parfois avec des lunettes loupe pour les petits détails. Il n'y a pas de problème, c'est juste il faut se lancer, faut tester. Et ma première était vraiment une catastrophe. Maintenant, j'arrive à faire des choses beaucoup mieux parce que j'apprends à mieux gérer mes outils quand je travaille. Et puis quand on rate, c'est pas grave, on recommence et puis c'est reparti et on fera mieux la prochaine fois. Oui, alors j'aime bien aussi le mot hobby parce que tu as un cursus qui mène à des métiers, hein, l'illustration et la couture, et tu nous montres par là que même les artistes, finalement, peuvent aussi avoir des hobbies artistiques, des choses complètement différentes de leur pratique de base. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Donc, en tant qu'artiste, on peut aussi tenter autre chose que cette pratique habituelle. Bah effectivement, et tout ce que j'ai appris me sert pour ce que je fais maintenant, mais je ne travaille pas dans le domaine que j'ai étudié. Au final, j'ai utilisé tous mes apprentissages, mes connaissances pour en faire complètement autre chose. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a donné cette envie de partir d'un produit finalement qui est un industriel et d'en faire quelque chose de très créatif? Ce que j'aime de base, c'est les poupées. Il faut dire que depuis toujours, j'adore tout ce qui est les poupées Barbie, etc. J'ai toujours une passion pour ça. Les vêtements, les accessoires, ça a toujours été quelque chose qui m'a plu. Et en fait, en voyant ces vidéos, je me suis dit, ouais, c'est super, les Barbie, elles sont là, mais en fait, je peux les transformer en ce que je veux, en faire vraiment la représentation, par exemple, d'un personnage fictif que j'aurais aimé d'une série ou autre, ou créer complètement autre chose selon mes envies. Et ce que j'aime beaucoup dans cette activité, c'est de réaliser quelque chose du début à la fin. Ça prend beaucoup de temps à réaliser, mais je vois mon évolution au fur et à mesure des heures qui passent. Et c'est la fierté aussi à la fin de se dire j'ai créé un produit fini de A à Z, tout a été fait par mes petites mains et c'est excessivement gratifiant. Et comment tu choisis alors la poupée au départ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire en elle? Est-ce que c'est un pur hasard, c'est celle-là que tu as l'occasion d'avoir? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus émotionnel dans ton choix? Alors, en fait, les poupées que j'utilise du commerce ont une particularité, c'est que ces gammes-là ont des visages et des corps différents. Donc en fait, je vais choisir d'abord soit un modèle d'un personnage fictif que je vais réaliser ou juste ce que j'ai envie de faire, que je vais inventer de A à Z. Je vais choisir mon personnage et en fonction de ça, je vais choisir le moule de visage ou le corps qui va correspondre avec mon projet en fait. Parce qu'il y a des visages qui sont plus ronds, plus anguleux, avec des traits différents. Et cette gamme-là de poupées est vraiment prisée des créateurs comme moi, parce que ça permet vraiment d'avoir une base différente et pas juste le même moule de tête en permanence. Oui, donc c'est lié un peu à l'histoire que tu vas raconter en quelque sorte. C'est ça. Hmm. Alors, je crois que tu nous as préparé des poupées pour nous montrer un petit peu le processus. Et la première question que j'ai envie de te poser par rapport à ce processus, avant que tu nous montres en détail comment ça se passe, c'est qu'est-ce que tu ressens au moment où tu enlèves finalement tout ce qui faisait la personnalité de cette poupée à ce moment clé où tu la reçois? Qu'est-ce que ça te fait de lui enlever son maquillage, ses cheveux, etc. Alors, en fait, ça me fait beaucoup rire intérieurement, bizarrement, parce que quand je décris comment ça se passe, je le fais avec des termes qui sont choisis très précisément. Parce que ça ressemble à un carnage, c'est barbare vraiment comme procédé. Et en fait, à chaque fois que je le fais, ça me fait rire parce que je me dis, si je raconte ça à mes amis après, ils vont encore me prendre pour une folle dingue. Et quand je démarre ça, ça me fait beaucoup rire intérieurement. Oui. Alors pendant que tu me parles là, évidemment, je suis en train de passer la petite vidéo où on te voit à l'œuvre et où on voit ce processus.
Alors, je pense que tu nous as préparé tout un échantillonnage pour nous montrer le procédé. On va regarder ça attentivement et puis je te poserai peut-être des questions pendant que tu nous montres tes créations. Avant toute chose, je suis une passionnée, donc n'hésite pas à m'interrompre parce que sinon je suis partie comme une flèche. Donc, ce que je vais commencer par te montrer, c'est à quoi ressemble le produit vraiment du commerce, comment tu l'achètes, et après, bah, étape par étape, à quoi ça peut ressembler. Ça va? Oui, tout à fait, on attend. Alors, Impatiemment. celle-ci me tient beaucoup à cœur parce qu'en fait, c'est la fameuse colocataire dont je parlais avant qui me l'avait offerte pour mon anniversaire et que j'ai toujours. Celle-là, par contre, je n'en ferai jamais rien parce que c'est un cadeau. Mais voici à quoi ça ressemble une fois que tu l'achètes. Donc vraiment, le visage avec la peinture d'usine, les vêtements que tout le monde connaît, les petites chaussures, etc. Et c'est à partir de ça que la création va commencer. C'est ça, donc ça c'est la poupée d'origine telle que tu l'achètes. Exactement. Première étape, bah, c'est déjà d'enlever les vêtements. Comme ça, on reste avec la poupée et c'est là que le carnage peut commencer. Donc, première chose à faire, c'est de retirer tout ce qui est la peinture ici qui va nous déranger et les cheveux, je m'en débarrasse également à chaque fois. Comment ça se passe? C'est de l'acétone que j'utilise pour la peinture d'usine. Avec des cotons-tiges, des cotons de démaquillage. Je passe le visage à l'acétone. Comme ça, j'enlève tout, puis je nettoie avec une eau légèrement savonneuse pour enlever les résidus de produits. Puis après, la poupée telle qu'elle, je la place dans de l'eau bouillante. L'eau bouillante va ramollir le plastique et me permet de séparer la tête du corps. Une fois que la tête est séparée du corps, voilà ce qu'on a. Ça fait peur, je suis d'accord. Et en fait, la tête ici a déjà été travaillée parce que j'en avais pas de avec les cheveux parce que je fais tout en fait en série. Quand je commence à m'occuper de poupées comme ça, en fait, c'est plusieurs corps que je passe Mhm. à l'eau, que je sépare la tête du corps et que j'enlève les cheveux en fait à l'aide d'une incision à l'arrière. Je vais aller gratter la colle à l'intérieur pour enlever les cheveux que j'aurais au préalable coupés. Mais vu que je fais ça en série, en fait, j'ai déjà une bonne vingtaine de poupées qui sont prêtes dans cet état-là, prêtes à être customisées en fonction de ce que je souhaite faire. Et donc, après, mais ça n'engage que moi, évidemment. Chaque créateur fait comme il le veut, mais je commence par les cheveux toujours. Première chose que je fais à chaque fois, c'est les cheveux. Et les cheveux, en fait, j'utilise deux techniques que d'autres créateurs vont utiliser qu'une ou l'autre. Moi, j'utilise les deux, en fait, parce que je trouve que le résultat me convient mieux. En fait, je vais commencer par repiquer les cheveux à l'aide d'un outil en fait que j'ai fabriqué. C'est une aiguille à broder que j'ai coupée pour en fait en faire un point, un picot à enfoncer dans la tête avec des mèches de cheveux que je place dans la tête. Et avec l'incision que j'avais fait, je vais coller l'intérieur une fois que c'est finalisé. Puis après, en fait, je prends des bandes que j'aurais préparées de cheveux que je vais coller sur le reste du crâne qui est en attente. Donc ici, j'en ai une. On voit les bandes de cheveux qui ont été collées et à l'avant qui a été repiqué donc avec cet outil. Oui, d'ailleurs, on peut passer cette petite vidéo que tu as réalisée où on voit justement ce travail des cheveux. Et celle que j'ai repiquée là, c'est encore une autre technique. J'utilise en fait 4 techniques de cheveux différentes. Donc, on vient de voir un clip, mais il y en a d'autres évidemment qu'on peut trouver sur ton compte Instagram. Tu expliques différentes techniques pour faire ce repiquage de cheveux. C'est ça. Donc ici, j'ai utilisé des cheveux qu'on achète en fait en tresse.
que certains salons de coiffure utilisent pour faire des coiffures colorées ou non. Mais il y a également la méthode avec la laine. C'est de la laine qu'on va brosser, on va séparer toutes les fibres. Et ça, je l'utilise dans d'autres contextes où je veux un certain type de fibre pour les coiffures que je vais réaliser à la fin. Pour certains types de personnages que je crée, c'est plutôt la laine que je vais privilégier parce que c'est une matière qui va se travailler différemment. Donc une fois que j'ai terminé les cheveux, je vais les emballer comme ça et les passer à la bombe de vernis pour préparer le moule que je vais commencer à retravailler, à redessiner, à créer les traits que je souhaite dessus. Et donc voilà, je commence à dessiner par-dessus le visage que je souhaite. Une fois que c'est terminé, bien j'enlève tout ce que j'avais mis comme protection après avoir mis les dernières étapes de vernis, vernis protecteur, vernis glossy pour les effets de brillance sur les yeux, les lèvres, ce genre de zone. Et après, bien l'étape de la coupe de cheveux, où je pars de ça, et il me reste plus qu'à passer le coup de ciseau pour arranger la coiffure, mettre de la laque, des petits élastiques et maintenir le tout comme je le souhaite. Alors, tu es en train de nous partager tous des petits secrets d'atelier, là. Et toi-même, comment tu les as eus, cette petite technique? Pour certaines choses, c'est en regardant en fait les vidéos que j'ai regardé ce qu'elles faisaient, que j'ai regardé, j'ai fait attention sur les produits qui étaient utilisés. Par contre, j'ai eu de la chance aussi, c'est que c'est un monde de la customisation, c'est très niche comme on dit, donc très peu de gens s'y intéressent, mais c'est un monde très bienveillant en fait. Les gens qui regardent ce type de contenu ou qui achètent sont tous des gens adorables et les créateurs sont aussi des personnes géniales. Entre autres, j'ai eu l'occasion de parler avec 2 créatrices, une française et une russe, dont je regardais beaucoup les vidéos, j'admirais la technique, etc. Et j'avais besoin en fait de petites informations sur comment réaliser certains détails au niveau des produits utilisés, par exemple pour les yeux, de comment faire les cheveux, j'avais besoin d'une petite information. En fait, je leur ai envoyé un message privé sur Instagram et elles m'ont très gentiment répondu. J'ai pu échanger avec en français et en anglais pour avoir leurs conseils et en toute bienveillance, sans vouloir garder des secrets d'usine. C'est un monde de partage et tout le monde est super sympa en fait les uns avec les autres. Alors, les poupées, elles ont quelque chose de particulier, ce sont les yeux qui sont très très expressifs. Et comme tu le disais tout à l'heure, le maquillage a son importance là aussi. Quand tu crées un visage, est-ce qu'il est censé représenter quelqu'un ou pas nécessairement? Ça va dépendre du projet. Des fois, je vais représenter, ben, comme un projet qui est en cours actuellement, c'est un personnage d'un dessin animé que j'aime beaucoup et que je suis en train de créer. Donc oui, là, je représente ce personnage, je fais les yeux qui correspondent, vu que c'est un animé japonais, c'est évidemment un style très particulier. Par contre, j'ai déjà réalisé des poupées sur base de photos de personnes réelles en chair et en os que j'ai dû transposer en poupée. Alors, évidemment, à ma sauce, avec ma touche à moi. C'est pas un copier-coller, c'est pas du 100% réalisme, mais je récupère les traits les plus importants, les détails les plus caractéristiques du personnage pour les replacer sur la poupée, ou alors je crée juste quelque chose que j'ai envie, que j'ai en tête et que j'ai envie de passer en physique. Et au niveau des vêtements, c'est aussi de l'inspiration par rapport à quelque chose d'existant ou bien c'est de la création pure? Comment ça se passe? Eh bien, c'est exactement la même réponse en fait. Si c'est un personnage qui est existant entre guillemets, que ce soit dans un film, une série ou un dessin animé, je vais m'inspirer de ce que je vois et le reproduire en miniature. Ou alors, si j'ai envie de créer une tenue sur mesure pour une de mes créations personnelles, là, je vais regarder en fait dans mes modèles, j'ai une farde avec des modèles que j'ai retravaillés, etc. de modèles miniatures. Je vais choisir ce qui va le plus me parler, le retravailler et l'adapter pour le projet en cours. Alors là, je vais te poser une colle maintenant, c'est comment tu sais quand une poupée est terminée? Alors, je fais le travail toujours étape par étape pour créer une poupée. Ça se déroule toujours dans le même ordre. Et quand je sais que c'est terminé, c'est quand je suis arrivée à la dernière étape qui est toujours la même au final. Pour créer une poupée, en fait, je fais toujours bah, la tête, donc les cheveux, puis le maquillage, puis après je m'attaque au costume. Une fois que le costume est terminé, que je l'ai assemblé, posé sur la poupée,
que j'ai mis les dernières touches finales comme les chaussures, les petits accessoires préparés, c'est là que je sais que c'est terminé. Et les petits accessoires et les chaussures, tu trouves ça où? Alors, il y a plusieurs possibilités. Là, pour les chaussures et les accessoires, je peux partir de modèles en plastique qui sont vendus en fait avec la poupée, que je vais retravailler. Je vais pouvoir ajouter des formes avec de l'argile, de la résine, de la colle chaude. Enfin, il y a plein de possibilités pour adapter les accessoires. Ou alors, ça m'arrive d'utiliser des impressions 3D ou du moulage pour créer des accessoires vraiment depuis rien. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu pas mal de petites vidéos sur ton compte Instagram et puis tout d'un coup, ça a été, un peu le silence. Qu'est-ce qui s'est passé, Chloé? Bah, pour pas mentir, j'ai fait un burn-out parce que j'ai une activité professionnelle à temps plein sur le côté qui a pris le pas, plus d'autres petits soucis personnels, ce qui fait que bah, voilà, je ne me sentais plus l'énergie de rien faire du tout. Donc pendant quelques mois, ça a été vraiment compliqué. Puis après, en fait, il a fallu le temps que je réapprenne à aimer, en fait, ce que je faisais. Pas me forcer à les faire pour créer du contenu parce qu'on le demandait. Parce que des gens m'ont dit oui, j'ai pas vu de vidéo depuis un moment, quand est-ce que tu repostes? Je disais, mais quand j'ai envie, en fait. Si j'ai pas envie de faire des poupées maintenant, j'en ferai pas. Et vu que j'ai d'autres hobbies, passions sur le côté qui me plaisent beaucoup, qui prennent du temps, bah, je fais ce que j'ai envie de faire et je fais pas à la demande du public, mais je fais ce que moi j'ai envie et je poste si j'ai envie. Est-ce que tu penses que c'est très important ça, de faire les choses quand on a l'élan du cœur, quand on a la joie de le faire? Est-ce que ça te paraît fondamental? C'est primordial. C'est absolument, c'est de la plus haute importance parce que si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, à la fin, le résultat ne nous plaira pas de toute façon et on n'y prend aucun plaisir. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une activité qui est censée être une source de bonheur, on va dire, quand on la fait, si au final c'est une pénitence et qu'on y va en tirant les pieds, ça n'a absolument aucun sens. Et quand tu parles des soucis qui ont été les tiens, est-ce que le fait de te remettre à créer a aussi été, comme un baume au cœur, comme une forme de réparation? Est-ce que ça avait ce côté-là, le fait de t'y remettre? J'ai pu recommencer à prendre du plaisir et je me suis rendu compte que j'allais beaucoup mieux quand j'ai pu de nouveau me mettre dans ma bulle et créer. Parce qu'il faut savoir que quand je fais quelque chose, peu importe l'activité, si je suis dedans, c'est à fond. Et je peux passer des heures consécutives en oubliant de boire et de manger carrément, tellement je suis dans ma bulle, à ne penser à rien d'autre, tellement j'aime ce que je suis en train de faire. Et quand je me suis rendu compte que mes hobbies, dont bah, la création de poupées, j'avais cette possibilité de nouveau de m'enfermer dans ma bulle sans voir le monde autour de moi et être tellement concentrée à aimer ce que je faisais, c'est là que j'ai su que j'allais beaucoup mieux. Et les autres alors, comment ils réagissent à ton travail? Quand ils voient tes poupées, c'est quoi la réaction? Alors, quand on voit juste le résultat fini, les gens sont waouh, c'est beau. Par contre, si quelqu'un vient dans mon atelier en cours de travail et voit les petites têtes alignées en train de sécher alors qu'il n'y a pas de maquillage, j'ai déjà des gens qui ont fait des bons et qui m'ont dit que ça ressemblait à la pièce d'un serial killer, un cimetière, ce genre de choses. Donc le travail fini plaît beaucoup. Par contre, j'avertis toujours les gens qui veulent voir le travail en cours en train de sécher chez moi. Ça fait peur si on n'est pas prévenu. Ah bah ça alors, donc ça provoque des émotions de travail en cours. Quelles sont les difficultés que tu rencontres le plus souvent alors dans ce type de création? Désormais, en fait, il y a beaucoup d'aspects que je maîtrise assez bien et qui ne me posent plus de problème, mais c'est souvent au niveau, de la création des costumes, accessoires que là, ça va plus coincer parce qu'il faut que j'adapte à chaque projet. Un accessoire n'est pas l'autre, une forme n'est pas l'autre et je dois trouver les matériaux qui vont le mieux convenir. Pour la couture, j'ai déjà rencontré quelques galères où j'ai dû demander à ma grand-mère et à ma grand-tante des petits conseils qu'elles m'ont donnés et que j'utilise encore maintenant au quotidien. Et c'est plutôt au moment où je vais innover, faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude ou que je n'ai pas encore fait pour un projet précédent, que c'est toujours là la galère qui se met et que je réfléchis pendant les jours qui précèdent à comment je vais le faire, avec quoi je vais le faire, est-ce que je vais réussir
et si je réussis pas, quelle est l'alternative? Et il je ne sais jamais ce que ça va donner, je ne sais jamais où je vais coincer et si je vais devoir retenter, 2, 3, 10 fois la chose jusqu'à ce que je sois satisfaite. Alors, tu as dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas nécessairement avoir un bagage artistique pour se lancer dans ce genre de hobby. En revanche, il y a quand même quelques qualités qui me paraissent évidentes. Il y a le côté minutieux, il y a la persévérance, il y a le fait de surmonter quand même les difficultés. Est-ce que tu penses que ce type de création a quelque part renforcé ces qualités qui étaient certainement déjà là en toi à la base? Je ne pense pas que ça a renforcé ses qualités parce que c'est quelque chose qui a toujours été présent chez moi. Quand j'explique par exemple à ma sœur ce que je fais, le temps que ça me prend parce que faut pas croire qu'une poupée en 2 heures c'est fait, c'est plutôt j'ai un minimum de 15 heures sur chaque poupée que je fais. La minutie, quand je lui montre des photos, qu'elle voit à quel point c'est minuscule et cetera, elle est c'est super beau, mais je pourrais jamais le faire. Et après, elle dit oui, mais bon, toi, t'as toujours été comme ça, aimer les petits chipots, comme elle appelle ça. Euh, c'est quelque chose qu'il faut aimer parce que si de base, on n'aime pas les petites choses qui prennent beaucoup de temps à faire et qu'on ne voit pas le résultat directement, parce que je connais des gens comme ça qui m'ont dit qu'ils ne pourraient jamais le faire parce qu'ils aiment voir un résultat instantané, c'est pas pour vous. C'est quelque chose, il faut avoir de la patience dès le départ, il faut aimer les petites choses qui nécessitent du détail, des pinceaux avec juste un poil sur le pinceau pour faire les détails. Il faut aimer ce genre de choses, ça renforce pas, il faut déjà apprécier ce qui prend du temps et de la minutie. C'est quoi Donc, il y a des personnes, par exemple, elles vont aller danser, elles vont se trémousser dans tous les sens, et le fait de bouger ou de faire un sport, eh bien, ça leur procure ce dont elles ont besoin, et elles pourraient expliquer ce que ça leur procure à ce moment-là. Mais toi, c'est tout le contraire, c'est le calme, c'est la lenteur, c'est la minutie. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte à toi d'être dans ce genre d'ambiance le temps de ta création? Petit secret d'atelier, c'est que je le fais jamais dans le calme. En fait, j'ai un souci d'attention, si on peut appeler ça comme ça, qui fait que je dois toujours faire plusieurs activités en même temps, donc ce n'est jamais dans le calme. J'ai toujours ma tablette posée avec une série qui tourne, un film, ou de la musique sur laquelle je vais chanter pendant que je fais ça, parce que je ne peux pas le faire dans le calme, je suis obligée de faire autre chose en même temps. Donc, ce qui m'intéresse dans ce hobby-là, c'est que déjà, ça me permet de faire pas mal de choses en même temps et de ne pas m'ennuyer, parce que c'est le fléau de ma vie, c'est que je m'ennuie en permanence si je ne fais pas assez de choses en même temps. Et après, je me mets dans cette bulle quand même avec mon fond sonore, mon activité, et je ne vois pas le temps passer. Si je dois vraiment raconter une anecdote, la plus drôle, c'est quand même qu'à un moment, j'ai travaillé sur un projet pendant 16 heures non-stop en fin de journée et qu'à un moment, je ne me suis pas rendu compte que le soleil s'était couché parce que, comme on le voit derrière moi, en fait, les fenêtres sont bloquées parce que le soleil peut jaunir ou abîmer mes produits. Je me suis pas rendu compte du temps qui était passé et juste à un moment, je me suis dit, tiens, j'ai faim. Et j'ai regardé l'heure, j'ai vu qu'il était 5 heures du matin et j'étais, ah, heureusement que tu travailles pas demain. Ok. Ça alors, ah oui, c'est vraiment une grande passion chez toi. Et pourquoi alors ne pas faire de ce hobby une activité plus lucrative, en faire un métier par exemple? Parce que ça demanderait de le faire quand je ne le souhaite pas. Et ce que je disais plus tôt, c'est que j'ai besoin d'aimer ce que je fais. Et en fait, je suis une personne qui va fonctionner par zine, comme on peut dire. C'est que pendant peut-être 3 mois, je vais faire d'autres activités comme du crochet, de la broderie non-stop. Puis je vais me mettre à lire non-stop dès que j'ai un moment de libre. Et après, je vais me mettre à faire des poupées non-stop pendant des semaines, des mois, mais je le fais quand j'en ai envie. Et si je voulais en faire une activité lucrative, ça voudrait dire faire ça tous les jours, même quand j'en ai pas envie, et j'y prendrai plus aucun plaisir. Je préfère le faire quand ça me chante, quand j'en ai envie, quand j'ai une bonne idée, et pas seulement pour l'aspect financier. C'est ça, il s'agit vraiment de passion à l'état pur. C'est ça, tout à fait. Et puis donc tu viens de parler aussi de crochet et d'autres choses, ce qui fera peut-être l'objet d'autres vidéos par la suite.
Merci pour tout ce que tu nous as partagé et j'aimerais encore te demander, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce genre d'activité et qui n'ose pas forcément, qui ne sait pas comment s'y prendre? Comme je l'ai fait, de demander à quelqu'un, un créateur qui soit anglophone, francophone. De manière générale, on n'a pas de problème à répondre aux questions, à aider comme on peut. Donc si quelqu'un est intéressé, qu'il hésite pas en fait à aller trouver quelqu'un qui fait ce type de contenu, à demander, «Tiens, quel matériel tu me conseillerais? Comment tu fais ça?» Et en général, on répondra toujours, la manière la plus complète pour aider les autres. Il y a pas de secret, d'initié. C'est un monde de partage, donc si quelqu'un veut se lancer, qu'il le fasse et on sera là pour l'aider. Donc c'est un monde de partage, c'est donc un monde avec de belles valeurs aussi alors? C'est ça qui est beau, en fait, c'est parce que dans d'autres mondes, d'autres univers, les gens sont très compétitifs les uns des autres, gardent leurs petits secrets bien au chaud, que ce monde-ci, ça reste une nouvelle fois le terme niche. Ça veut dire très peu de gens sont dans cet univers-là, mais c'est que des gens bien. Tous ceux avec qui j'ai pu parler, échanger, c'est vraiment, des chouettes rencontres que j'ai pu faire par le virtuel et on s'entraide tous et vraiment on se donne tous les meilleurs conseils pour, aboutir à nos projets sans qu'il y ait de jalousie, d'envie, ou autre. Et toi, est-ce qu'on peut te contacter? Oui, je suis sur Instagram où je suis, la plus disponible, mais sinon mes vidéos sont aussi sur, TikTok. D'accord, on va mettre les liens dans le descriptif de cette vidéo, bien sûr. Donc, si vous avez envie de vous y mettre, eh bien, allez voir le détail dans le descriptif de cette vidéo. Cloline, merci beaucoup pour ton partage. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et je vous souhaite de belles découvertes.